Bonjour tout le monde. On est censé commencer à 10 heures, mais nous avons un peu de retard parce que nous attendons toujours des participants. On est censé avoir 150, mais nous sommes actuellement 40. Mais l'entretemps est très précieux, donc on aimerait bien commencer par ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, je suis ravi de dire bien le bonjour à notre webinaire sur l'autonomisation des marchés sur le travail à travers la Convention 88 et l'engagement des employeurs. Perspective globale. Donc, notre webinaire aujourd'hui, c'est sur les efforts de communication en lieu de service public en ligne avec les conventions 88 et 181. Nos orateurs aujourd'hui sont Anna-Karine Palm-Olsen, spécialiste technique sur les services du marché du travail, et le Dr. Joe Ingold, professeur associé en gestion des ressources humaines à l'école commerciale Deakin, qui vont fournir des informations en matière de l'engagement avec les employeurs. Donc, notre webinaire aujourd'hui utilise des bases de connaissances au niveau international pour souligner une collaboration pratique. Souligne aussi la manière dont les services du public en ligne avec la Convention 88 peuvent vraiment aider les employés à diversifier dans les différentes poules de talents, des stagiaires, des jeunes professionnels et des individus en situation de handicap. Lorsque j'ai regardé la liste des participants à ce webinaire aujourd'hui, il est formidable de voir que nous avons des participations des individus d'à travers le monde. On en a qui participent depuis 56 pays de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, du Sud, l'Asie et l'Europe. Votre participant rend cet événement une réunion vraiment globale. Et ce qui est vraiment très intéressant à noter, c'est que ce webinaire web est ouvert au public, c'est-à-dire que nous avons non seulement des représentants de services de l'emploi public, mais aussi des organes privés. Cela crée une dynamique diversifiée pour la discussion d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais vous donner des informations d'ordre pratique pour faire en sorte que ce webinaire se passe bien pour tout le monde. Donc, tout d'abord, je veux qu'on note que nos participants sont en mode sourdine tout de suite, mais on vous encourage à interagir dans le chat ou en soumettant vos questions pour nos orateurs à travers la boîte de questions-réponses. À la fin de cette séance, on va sélectionner une question et on va voir combien de temps nous reste pour permettre à chaque orateur de répondre et on va répondre à d'autres questions après ce webinaire. De plus, si vous avez besoin de l'interprétation dans différentes langues, il suffit de sélectionner la langue appropriée. Comme ça, on pourra, et vous pouvez trouver cela en bas de la fenêtre Zoom. Nous avons l'interprétation vers le français et l'espagnol aujourd'hui. En dernier lieu, j'aimerais attirer votre attention vers un message enregistré par notre directeur général qui agit aussi pour ces services publics marocains. Donc, on va maintenant passer son message. Mesdames et messieurs, membres de l'AMCEP, chers invités, bonjour à tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille à ce webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires qui seront organisés par WIPS en partenariat avec l'OIT et d'autres partenaires stratégiques et qui visent à partager les bonnes pratiques entre les différents membres ainsi que les invités et en général les experts en la matière. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur le renforcement du marché du travail en relation avec la Convention 88 de l'OIT et cette convention qui régit le fonctionnement des services d'emploi public qui arrêtent leur action est une convention fondamentale pour notre réseau. Le travail que les services d'emploi public sont amenés à faire en direction des employeurs est un travail qui est stratégique puisque la meilleure façon de rendre service à un chercheur d'emploi est d'ouvrir le maximum d'opportunités d'insertion professionnelle. Certes, les pratiques diffèrent selon les pays. Il y a des services d'emploi public qui prospectent régulièrement les entreprises et les employeurs, qui traitent les offres, d'autres qui recueillent les offres, qui les mettent à disposition des chercheurs d'emploi et chargent à ces derniers
de se défendre et de mettre en valeur leurs atouts et leurs compétences auprès des employeurs. De toutes les façons, le dénominateur commun entre l'ensemble des services d'emploi public est le travail de proximité avec les employeurs, aussi bien pour le recueil des besoins, pour la sensibilisation à une meilleure définition des profils, pour leur expliquer qu'un profil ne se limite pas à un diplôme, ce sont des compétences, ce sont des habiletés, ce sont des comportements, pour asseoir un dispositif de prospective. C'est très important pour les services d'emploi public de se projeter dans l'avenir pour se préparer et préparer les ressources et assurer une meilleure orientation des chercheurs d'emploi. Ce webinaire qui connaît la participation de plusieurs experts au niveau de plusieurs pays du monde sera sûrement une occasion pour partager les bonnes pratiques entre les experts et d'arrêter des recommandations qui sont utiles pour l'ensemble de la communauté des services d'emploi public qui constituent notre réseau et au-delà pour nos partenaires en général. Je suis sûr et certain que les travaux de ce séminaire seront fructueux. Je vous souhaite bons travaux et plein succès à ce webinaire. Comme M. Ben-Khalel a dit, on va saisir cette opportunité aujourd'hui d'apprendre les uns des autres pour inspirer un changement positif et renforcer notre désir d'avoir un monde où le travail, où l'emploi est accessible à toutes et tous. Donc, je vais inviter notre première hôte aujourd'hui, notre première oratrice aujourd'hui, Anna-Karin Palm-Olson, qui est licenciée en loi européenne et les droits de la personne. Et elle est membre de l'OIT depuis un an maintenant en tant que spécialiste technique sur les services du travail des services. Elle était dans les services publics pendant plus de 20 ans en tant que responsable de projet dans les services suédois et en ligne avec l'agenda 2030. Elle a travaillé avec le mouvement libre des travailleurs dans l'UE et mobilité d'ordre global. Elle pense que l'emploi est le vecteur de réduction de positifs le plus important que nous avons aujourd'hui à travers tous les secteurs. Anna-Karine, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bien le bonjour à vous toutes et tous. Merci de participer à ce webinaire. Je vais donner une petite présentation sur la Convention 88 aujourd'hui, mais aussi Convention 181 qui est liée d'un point de vue de l'OIT parce qu'on peut voir que c'est une base juridique pour gérer et renforcer les services de l'emploi dans le pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les services de l'emploi sont essentiels. Les services sont connus parmi les éléments les plus positifs dans la Convention du travail pour permettre le renforcement de l'employé, des besoins des travailleurs. Comme nous savons, le monde était déjà en train de changer à une vitesse qu'on n'avait jamais vue auparavant, avant la pandémie et avant les crises d'ordre global que nous avons vues. Et les travailleurs changent d'emploi en moyenne de 3 à 5 fois au cours de la carrière. Toutefois, ce chiffre peut être plus de 2 fois supérieur. Il y a des pénuries de compétences persistantes à travers le monde, dans presque tous les pays. Les travailleurs et les gouvernements et les employeurs ont besoin de services de l'emploi pour faire face aux perturbations du marché du travail, les gérer et s'en sortir. Les travailleurs ont besoin d'aide pour faire face à la perte de l'emploi et au changement, pour passer d'un emploi salarié à un emploi indépendant ou plus flexible et pour préparer aux emplois et compétences de demain. Les employeurs ont souvent besoin d'aide pour localiser et recruter des gens qui ont des compétences spécifiques afin de faire face aux changements économiques et sectoriels qui affectent les entreprises. Les gouvernements ont besoin d'un moyen de stimuler les entreprises, l'emploi et leurs économies, créant une source fiable d'informations sur le marché du travail en mettant en relation les demandeurs d'emploi et les opportunités, en développant les compétences et pour encourager les transitions vers des secteurs et des professions à fort potentiel d'emploi. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Convention 88 de 1948 sur les services de l'emploi. Diapo suivante.
Cette convention est considérée plus ancienne au niveau de l'OIT, mais censée être à jour au niveau, puisque les services de l'emploi sont au cœur des marchés de l'emploi. Cela se focalise sur les services avec une couverture nationale, incluant un réseau local avec l'accessibilité pour toutes dans un pays, c'est-à-dire des mesures inclusives comme on voit à travers cette convention. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'article 6 énumère les services possibles, mais n'est pas exhaustif. L'accent est mis sur l'efficacité afin de garantir que les acteurs du marché du travail bénéficient des services. Les groupes vulnérables tels que les jeunes, les personnes en situation de handicap sont cités dans cette convention, ce qui montre que les services de l'emploi du public doivent être en priorité, être inclusifs et promouvoir l'intégration. On doit mentionner également le rôle que les services publics de l'emploi peuvent jouer dans les licenciements, les changements du marché du travail et pour soutenir les employeurs dont le besoin dans ce secteur, dans ce moment-là aussi. Diapositive suivante aussi, s'il vous plaît. L'autre groupe cible des services publics de l'emploi est bien sûr les employeurs. Et on voit cela différence en termes de l'article 7 de la Convention qui fait partie aussi de l'ODD 8 dans l'agenda 2030. La priorité de s'engager avec les employés, les acteurs du secteur privé et adhérer au développement du marché du travail et au changement dans les services pour veiller à ce que la mondialisation et la facilitation du marché du travail s'alignent avec de tels changements. Et les deux groupes de consommateurs, on peut voir que les plus performantes et les plus fonctionnels services en termes de services de l'emploi offrent de services aux employeurs, s'engagent auprès d'eux et ont alloué des ressources spécialisées à cet effet. Non, la chose la plus importante semble être la capacité des services à démontrer la valeur ajoutée de l'utilisation des services des SPE. On a déjà vu que les lois permettent aux employés d'enregistrer les postes vacants avec peu d'effets, voire des effets négatifs. C'est l'offre des services, la valeur ajoutée qui a le plus d'impact. Diapositive suivante. Donc, on peut voir ici que la Convention 88 a une bonne couverture à travers le monde, mais cela doit être augmenté avec les méga-tendances persistantes de la mondialisation, de la numérisation des changements démographiques et du changement climatique. Il est facile de coopérer lorsque l'on dispose d'une même base et d'une même plateforme juridique en quelque sorte. Diapositive suivante. Donc, les services publics de l'emploi contribue clairement au développement social et économique d'un pays et aussi entre les pays. Comme nous pouvons voir à l'écran, les services de l'emploi public sont au cœur du marché du travail, rassemblant différents acteurs et parties prenantes, améliorant le fonctionnement du marché du travail et garantissant l'égalité des chances pour tous, en se concentrant sur les plus vulnérables et en défendant l'inclusion. Cela veut dire que c'est aussi une contribution à la protection sociale et les droits des travailleurs, tout en donnant des services aux employeurs et donc le développement économique d'un pays. Diapo suivante, s'il vous plaît. En lien avec la Convention 88, nous avons la Convention 181 sur les agences privées de l'emploi. Les agences de l'emploi privé peuvent servir de tremplin vers un emploi formel et régulier si elles sont bien réglementées et contrôlées. Reconnaître la contribution des agences d'emploi privées, il est important de reconnaître cette contribution au fonctionnement du marché du travail. Et cette convention cible les ambitions d'avoir des règles de jeu équitables et protéger des secteurs sérieux qui travaillent en emploi privé en tant qu'agence d'emploi privé. On peut voir cela dans des agences de l'emploi public. Cette réglementation est pour assurer la coopération et la coopération afin de garantir une meilleure facilitation et une meilleure atténuation en rassemblant les deux groupes de clients pour regarder les deux perspectives et les deux intérêts tout en se concentrant sur la croissance économique tout en étant inclusif et en mettant l'accent sur les groupes vulnérables au cœur. Diapo suivante. À travers le monde, la couverture n'est pas aussi bonne pour la Convention 181. La dernière ratification était du Nigeria au mois de mars. Il y a un intérêt accru pour cette Convention 181, principalement en raison de la mobilisation et des tendances post-pandémiques. En partie, cela traite de la protection des travailleurs migrants
et des groupes qui étaient groupes vulnérables pendant la pandémie et aussi des travailleurs domestiques dans cet égard. Ensemble, les services de l'emploi, les deux conventions constituent une base normative solide pour des services de l'emploi efficaces nécessaires à la facilitation et la réintégration d'un marché du travail actif et inclusif. La ratification de ces conventions constitue une base pour l'élaboration d'un cadre juridique national pour fournir des services de l'emploi coordonné comprenant différents acteurs des secteurs privés, publics et tertiaires. Un cadre efficace garantit des contrôles et des protections adéquates dans l'écosystème des services de l'emploi, protège les travailleurs contre les abus et permet la mise en place de cadres institutionnels pour le suivi et l'application de la législation au niveau statutaire et au niveau volontaire. Le but de ratification de ces conventions est vraiment axé sur le soutien, un renforcement et le développement dans un pays. Ce n'est pas censé être un rajout, il s'agit de renforcer ce qui est déjà en place. Ici, vous pouvez voir une version simplifiée de la manière dont l'OIT peut soutenir une ratification de ces conventions techniques. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'aimerais passer la parole à mon collègue Joe. En plus de cette PowerPoint, j'ai aussi fourni plus de support par rapport à une ratification, mais aussi en ligne avec les différentes conventions que je viens de citer. Donc, s'il vous plaît, vous voudriez bien vérifier que vous recevez cette présentation afin de lire et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Diapo 17 et c'est tout de ma part. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai hâte d'entendre ce que Joe a à dire et toute question, interaction qu'on aura par la suite de cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Anna-Karine, pour votre présentation très intéressante qui nous a fourni non seulement des informations sur les services de l'emploi public, mais aussi sur les institutions publiques. Donc maintenant, j'aimerais souligner que même si votre pays a déjà adopté ces conventions, il est crucial pour chaque pays de vérifier s'il y a une mise en œuvre active. Donc n'hésitez pas aussi à mettre des questions dans la boîte de questions-réponses. Je vois qu'il n'y en a pas jusqu'ici, mais si vous voulez avoir des réponses à vos questions, même si on ne peut pas répondre à ces questions aujourd'hui, on va envoyer un résumé tout à l'heure à tout participant à ce webinaire d'aujourd'hui. Mais à ce stade, cela devient très important de regarder les collaborations pratiques et les collaborations. Et j'aimerais explorer maintenant comment les services de l'emploi public peuvent se concentrer sur les efforts en ligne avec la Convention 88 à aider les employeurs dans les recherches. C'est là que notre expert suivant, Dr. Joe Ingold, prend la parole. Dr. Joe est professeur associé de gestion des ressources humaines à l'école Deakin Business et a passé 2 décennies à travailler sur les services de l'emploi. Ses recherches et enseignements sur le niveau de l'emploi, les capacités, l'engagement, le recrutement et l'acquisition des talents et l'inclusion sur le lieu de travail. Elle a construit les preuves sur l'engagement de l'employeur et les services de l'emploi et travaille avec les gouvernements, l'industrie et pour inclure les bonnes pratiques. En 2023, elle a publié le premier livre sur les services de l'emploi. Joe est associé de l'Institut professionnel de l'emploi et co-préside l'association des emplois sur l'emploi et le forum des employeurs. Elle est membre lauréat de la Société royale des arts, membre de l'Institut des ressources australiennes et membre du journal Travail sur la société et l'emploi. Donc, Joe, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Nicole. C'est un plaisir d'être ici et bonjour depuis Nome, autrement connu comme Melbourne en Australie. Et lorsqu'on commence, j'aimerais saluer les anciens habitants de cette terre. Nous sommes dans les terres de la Nation Cooling en Australie. OK.
Donc, ce que j'ai ce matin, ou que vous soyez dans ce monde, nous avons un aperçu dirigé d'une base d'évidence que j'ai construite avec différents collègues, équipes de recherche depuis 12 ans, qui se focalisent sur les aspects de demande de services de l'emploi. Et au début, j'aimerais dire que nos collègues ont regardé ce que j'ai cherché en termes, ce que j'ai décrit comme l'écosystème des services de l'emploi, c'est-à-dire suite à ce que Anna Karine a dit, les services de l'emploi public de manière directe qui fournissent des services, mais aussi ceux et celles qui sont engagés et livrés par d'autres acteurs, donc des fournisseurs, des organes à but non lucratif et de secteur privé aussi. Je vérifiais qu'il n'y avait rien qui se passait dans le chat. Donc, mes bases d'évidence sont basées depuis le Royaume-Uni, le Danemark et l'Australie. Et comme j'ai dit, il s'agit d'un aperçu des messages clés. Beaucoup des participants à cet appel ce matin savent que je peux parler en détail sur l'engagement des employeurs dans les services de l'emploi. C'est une chose dont je suis passionné, mais j'espère que ce que je vais vous proposer ce matin est vraiment un aperçu des bases d'évidence, mais aussi des leçons clés pour votre engagement de service et de livraison. Mais je voulais signaler que bien que je parle brièvement aujourd'hui à ce sujet, il y a beaucoup de données et d'articles et différentes publications qui peuvent être trouvées dans cette présentation aussi. Et Nicole et mes collègues vont partager cela. Et si vous voulez voir cela, je serai prêt à répondre à vos questions à la fin. Mais tout d'abord, donc, je parle des services de l'emploi. Si commissaire, si les services sont externalisés, les clients, les participants, les candidats, comme on appelle ces individus qui ont participé donc dans des programmes de recherche de l'emploi et des services, mais les employeurs ont vraiment été mis de côté. Lorsque j'ai commencé à regarder ce sujet en 2011, j'étais étonné de voir les manques de preuves du côté de la demande. Et il y a toujours peu d'évidence, je pense qu'on pourrait dire, par rapport à ce qu'on sait en termes de l'approvisionnement des services de l'emploi. Ce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de complexité au niveau des services de l'emploi à un certain égard selon le pays. Donc, les employeurs trouvent très difficile de s'engager dans les services, dans les programmes. Nous ne pouvons pas supposer que les employeurs connaissent les programmes ou la manière dont ils vont pouvoir les aider. Tant bien qu'au Danemark, j'ai trouvé qu'une continuité au niveau politique et le petit nombre d'acteurs a voulu dire que les employés avaient plus d'informations sur les activations que c'était le cas en Australie ou au Royaume-Uni. Et comme j'ai dit, il y a non seulement une manque d'études en termes de la demande, mais aussi en termes de politique et de l'engagement qui n'est pas focalisé sur ce côté de la demande, ce qui est vraiment étonnant, étant donné l'importance des services de l'emploi. Et Anna Karine vient de signaler qu'il s'agit d'aider les chercheurs d'emploi à trouver un emploi. Donc, tout d'abord, quelques points en termes des définitions parce que la littérature des pratiquants et aussi des académiciens parlent de l'implication de participation et d'engagement sans rentrer trop dans les détails et sans faire cela de trop près aujourd'hui. J'aimerais partager quelques définitions que j'ai discutées dans mon travail avec des collègues. Donc, tout d'abord, les deux visages de l'engagement de l'employeur, non seulement le niveau d'engagement des employeurs dans les services de l'emploi, mais aussi ce qui est important, c'est les activités des acteurs en termes stratégiques ou sur le terrain afin de s'engager
avec ces employeurs-là. Donc, on voit cela comme un processus donc, qui va dans les deux sens et je vais rentrer plus dans les détails de ce point un peu plus tard. Avec mes collègues du Royaume-Uni, du Danemark et des Pays-Bas, on a parlé de l'engagement des employeurs comme l'application active des employeurs pour relever le défi sociétal et de la promotion de la participation au marché du travail des groupes vulnérables. Bien que depuis que j'ai écrit cela, je pense qu'il y a une meilleure terminologie qu'on aurait utilisée pour des groupes vulnérables comme des groupes prioritaires sous-desservis, comme on a vu en Australie. Suite à l'autre point de Anne, Karine, il est important, comme j'ai dit au début de mes recherches, il est important de dire que les services de l'emploi, peu importe leur secteur, sont des intermédiaires du marché du travail, de même que les agences de l'emploi privées. Désolé, il y a une faute sur cette diapositive. Agissent entre l'employeur et le candidat. Donc, ils agissent comme médiateurs donc, des deux côtés du marché du travail. Et mon premier travail que j'ai ensuite développé plus en détail a été sur ces rôles clés de fournisseurs des services de l'emploi et les intermédiaires. Tout d'abord en tant que fournisseur d'informations et ensuite comme marieur. En termes d'informations, il s'agit de services d'informations qui tirent l'attention aux candidats des choses qu'ils n'auraient peut-être pas su si non. Il s'agit donc d'activités historiques et typiques des services de l'emploi dans la plupart des pays. Mais aussi, ce qui est important, c'est de tirer l'attention de l'employeur, les candidats qui n'auraient peut-être pas considéré sinon, c'est-à-dire des candidats qui, à cause de différents défis ou d'une manque de perception sur leur manque de capacité ou de leur expérience, et leur curriculum vitae est trié, éliminé tout au début. Il y a ce point de partage d'informations entre les intermédiaires du marché du travail et les employeurs qu'on voit dans le secteur des agences privées. Mais ce que nous avons vu de par la suite, c'est que la provision d'informations, c'est un niveau, un moyen de s'engager avec des employeurs. Mais ce qui est critique, c'est que les fournisseurs deviennent des marieurs en ligne avec les besoins des employeurs. C'est une chose que j'ai développée dans mon travail depuis bien des années et plus récemment a abouti dans des programmes de recherche focalisés sur le bon travail en matière de qualité de l'emploi et le rôle des services là-dedans. Donc, par rapport à l'inclusion sur le lieu du travail, mais aussi pour considérer les pratiques en RH, y compris des pratiques d'acquisition des talents qui, j'espère, vous pouvez voir, vont au-delà de la provision des services. Il s'agit aussi des intermédiaires. Il y avait aussi, comme Anna Karine a déjà dit, il y a un lien entre les fournisseurs de services, mais aussi les agences privées de l'emploi. Et il y a des maillons où les fournisseurs de services vont ensuite s'engager avec les agences de l'emploi privé parce que cela, parfois, est le seul moyen d'avoir un accès à un employeur spécifique. Et cela est une chose que j'ai observée au Royaume-Uni et en Australie, surtout. Un autre aspect que j'ai découvert très tôt, c'est les étapes clés de l'engagement des employeurs. Donc, tout d'abord, c'est un processus de vente. Il s'agit de faire une proposition de valeur vers les employeurs. Cela rend les services de l'emploi public plus visibles par rapport à d'autres canaux de l'emploi utilisés par les employeurs, mais nous ne pouvons pas supposer que les employeurs vont venir vers ces services publics de l'emploi parce que ce sont gratuits. Ils doivent être convaincus de la valeur d'utiliser ces services et ensuite on parle d'une correspondance et ensuite l'idée de nouer des relations de confiance comme j'ai trouvé tout au début de mes recherches et comme j'ai développé plus tard. Ce que j'ai aussi signalé dans différentes publications, c'est le rôle des relations inter-organisations entre les employeurs, mais aussi les rôles de relations intra-organisationnelles au sein des organismes prestataires. Et ce que je veux dire là, c'est de faire en sorte que votre équipe d'engagement employeur et les équipes des gens en première ligne qui s'engagent avec les candidats, les clients,
au niveau des services de l'emploi, ces individus que vous voulez aider à trouver un travail pour faire en sorte qu'ils s'engagent les uns avec les autres, mais aussi pour avoir une coordination au niveau de l'organisation, parce que ce n'est pas la peine d'aller chercher des postes à pourvoir si vous n'avez pas les candidats liés à cela. Je pourrais en dire plus là-dessus, mais je pense que ce point reste actif pour le moment. Aussi en termes des relations, il s'agit d'engendrer des relations qui sera reconnues par la plupart des recruteurs sur le marché. C'est ce qu'on a identifié comme un engagement relationnel. Donc, un engagement à répétition qui peut avoir lieu entre les chercheurs et les employeurs, mais on a vu plus de preuves d'engagement instrumental, ad hoc, aléatoire, transactionnel. Et cela a été très clair dans les données que nous avons rassemblées depuis bien des années. Ce qui est intéressant, c'est que ce que nous avons trouvé, c'est-à-dire qu'au Danemark, le nombre d'employeurs, le pourcentage qui étaient engagés de manière relationnelle avec les centres de l'emploi était 2 fois plus par rapport à ce que nous avons trouvé au Royaume-Uni. Et cela est, on pense, puisqu'il y a un contexte moins fragmenté et une continuité des politiques et des programmes que j'ai cités tout à l'heure et le petit nombre de programmes. Cela ne veut pas dire que la construction de relations n'existait pas, mais c'était plutôt fragmenté et comme c'est le cas au Royaume-Uni et en Australie, les employeurs ont dû s'engager de manière détaillée avec les employeurs. Donc voilà quelque chose à prendre en compte pour vos propres stratégies. Un autre aspect que nous avons pris en compte, c'est la manière dont cette conditionnalité de ces différentes formes, c'est-à-dire le besoin du côté de l'approvisionnement a un impact sur l'engagement du côté de la demande. On a regardé le Royaume-Uni, le Danemark une nouvelle fois et nous avons trouvé que surtout au Royaume-Uni, cette conditionnalité était très problématique et c'était plutôt problématique au Danemark aussi, mais dans un contexte du Royaume-Uni, cela était très clair en termes des employés qui parlaient d'être inondés par des postulants non filtrés, inappropriés afin d'atteindre des besoins de conditionnalité. Cela, encore une fois, c'est une chose importante à prendre en compte lorsque vous concevez des politiques, surtout en matière de protection sociale et des programmes du marché du travail actifs. C'est comme ça que ces domaines de politique différentes sont liés parce qu'encore une fois, il est difficile pour les prestataires sur le terrain de s'engager avec les employeurs parce que ce qu'on voit dans les médias dans différents pays en termes de gens au chômage sont peut-être ont peut-être des défauts et c'est ça qu'ils essayent de vendre aux employeurs. Donc cela peut avoir un impact sur les candidats même avant de commencer. Donc cela est vraiment une chose à prendre en compte. Par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure sur le fournisseur d'informations, les intermédiaires du marché du travail, on a déjà fait aussi des analyses qui montrent, encore une fois, c'est le Royaume-Uni et le Danemark qui nous ont montré ce qu'on pensait être le cas, que les grands employeurs avaient des économies d'échelle en termes du fait qu'ils pouvaient envoyer pas mal de candidats vers les grands employeurs avec beaucoup de postes à pourvoir, ce qu'on appelait dans le secteur du recrutement de pulvériser et de prier. Ce n'est pas ça qu'il faut dire, parce que si vous êtes un grand employeur avec beaucoup de postes à pouvoir, certains candidats vont coller, mais ce ne seront pas, peut-être pas les meilleurs candidats. Mais il y a un bon point que nous avons identifié en termes de grands employeurs qu'il est difficile d'avoir un accès à des décideurs dans de grandes organisations, bien qu'ils aient de grands départements RH. En revanche, les petits employeurs peuvent être plus faciles en termes d'engagement, mais ils sont plus accessibles les ressources avec moins de postes à pourvoir. Mais cela est important lorsque vous commencez, comment vous commissionnez, comment vous définissez votre stratégie du marché du travail en termes de la demande, mais aussi pour considérer comment les programmes sont mis en place afin d'encourager différents comportements, que ce soit en termes d'encouragement financier pour une externalisation ou d'autres objectifs.
qui doivent être atteintes par les professionnels de première ligne. Il est important aussi de noter que les marchés du travail actifs peuvent aider les gens à trouver des emplois, même en situation de handicap, mais c'est les processus de sélection des employeurs qui posent des barrières. C'est pour ça que nous avons considéré plus en détail le processus RH et les pratiques, mais aussi une potentiel des pairs de s'engager avec les employeurs afin de prendre en compte ces processus de recrutement discriminatoire. Et cela peut avoir lieu et c'est dans ce sens-là que toute paire devrait considérer, selon le contexte du marché du travail, bien sûr. Autre point qui est survenu suite à nos recherches, c'était le rôle des réseaux sociaux ou nos accords collectifs. Au Danemark, on a vu que les accords collectifs, les accords étaient très importants en termes de l'engagement des employeurs ou leur possibilité de s'engager avec les services de l'emploi. Au Royaume-Uni, c'était plutôt les réseaux sociaux. On avait pensé cela très intéressant parce que ce que cela nous avait dit, c'est que si vos pairs peuvent s'engager avec un employeur qui fait partie d'un réseau social, que ce soit une chambre de commerce ou un autre réseau professionnel, parce qu'on a une grande gamme, c'est-à-dire que si vous vous engagez avec eux, vous allez pouvoir s'engager avec leur réseau plus large. Donc cela peut paraître clair, mais on pensait que c'était très important, mais aussi la confiance au niveau des programmes était partagée à travers ces réseaux d'associations des employeurs et de syndicats. Donc, c'est une chose à prendre en compte dans un contexte institutionnel de votre propre pays. Autre dimension de recherche qui serait peut-être d'intérêt, c'est de regarder les capacités dans l'engagement avec les employeurs. Et cela est une chose dont on me demande des questions souvent en ce moment. Et il y avait des réformes qui ont lieu en Australie en matière des services de l'emploi ou des réformes potentielles, les premiers principes. Mais les capacités sont importantes parce que les capacités dans l'engagement des employeurs sont différentes en termes qualitatifs par rapport aux capacités impliquées dans l'engagement avec des candidats ou des individus au niveau des programmes de services de l'emploi. Il y a des liens parce qu'il faut vraiment nouer des liens de confiance de manière idéale. Il faudrait construire ces relations en première ligne plutôt que d'être transactionnel, mais cela est aussi vrai au niveau des services de l'emploi. Mais qu'est-ce qui est passé suite à nos recherches? C'est un focus sur les capacités de vente spécifiques qui ont été difficiles pour certaines employés en première ligne qui ont pensé que cela n'était vraiment pas pour eux parce que leur capacité n'était pas à vendre. Mais je dirais aussi que si vous êtes en première ligne, si vous avez des programmes volontaires, un programme de marché du travail volontaire, il faut s'engager dans un processus de vente. Et il faut vraiment encourager et construire ces liens avec l'individu. Mais cela diffère lorsqu'il s'agit des employeurs où vous allez être concurrentiel avec des agences de l'emploi privées qui existent ou d'autres qui téléphonent aux prestataires. Donc, il faut être en lien avec les différentes sources d'intelligence du marché du travail, bien comprendre les programmes, mais aussi mettre cela de côté parce que ce que vous voulez vraiment faire, c'est de comprendre l'employeur. Une chose que Tony Carr, mon collègue, a dit, on en a parlé depuis bien des années, c'est d'être agi sur les besoins plutôt que d'agir axé sur les stratégies. C'est-à-dire que vous ne proposez pas des programmes spécifiques parce que ce que les employeurs veulent vraiment savoir, c'est ce que vous les proposez en termes concrets. Qu'est-ce que cela veut faire pour leurs activités? Quel engagement est nécessaire de leur côté? Mais ils veulent aussi être axés sur les employeurs pour comprendre leurs activités et ensuite aussi de diagnostiquer leurs besoins parce que les employeurs ne savent pas toujours ce dont
ce qu'ils ont comme besoin. Parce qu'on voit beaucoup de postes à pleuvoir au niveau du marché du travail en Australie, mais il y en a bien d'autres qui reçoivent une protection sociale et aimeraient bien travailler. Et on voit qu'il y a des choses absentes, mais un bon travail qui se fait en matière de l'embauche des employeurs. Mais en fin de compte, et cela vient à ce que je vais dire en termes de bon exemple tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise porte pour cacher le câblage et on veut faire en sorte que les employeurs puissent facilement en tirer maximum des différents programmes et des initiatives. L'autre chose que j'aurais à rajouter ici, surtout si vous avez de l'externalisation, mais non seulement, c'est parfois vous avez des fournisseurs de services qui sont concurrentiels les uns avec les autres, ce qui rajoute à une confusion. Et on plaidoie pour cette approche axée sur les besoins, mais aussi pour ce qu'on appelle cette cooptation par deux académiciens américains qui n'ont pas parlé de ça là en matière de service de l'emploi. C'est une chose dont j'ai écrit en termes de la manière dont cela s'applique au service de l'emploi. Donc, une collaboration tout en étant concurrent. Et c'est-à-dire que si les besoins vont au-delà d'un fournisseur, il faut collaborer parce que vous avez une charge de travail définie avec des fournisseurs spécifiques. Il ne s'agit pas d'une agence de l'emploi privée où vous pouvez aller chercher des gens. Vous avez une charge de travail que vous avez, mais il y a le réseau de la valeur aussi, droit à droite, qui identifie les concurrents, mais qui peut faire un complément à votre proposition, qui retire de votre proposition. Cela pourrait être des fournisseurs de capacité ou d'autres services. Et donc, en termes de cet écosystème, je vous encourage à penser à cela dans vos propres paires. Je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quelques autres éléments de recherche. Donc, nous sommes déplacés depuis le regard aux barrières vers les fournisseurs de services. À travers nos recherches en Australie auxquelles vous pouvez avoir accès, on a identifié le fait qu'il y avait un nombre d'avantages que les employeurs eux-mêmes ont vu en termes de leur engagement au niveau des services de l'emploi. Cela comporte les avantages au niveau de RH, donc de l'aide en matière d'embauche, et cela avait aussi des avantages en termes financiers avec un meilleur lien. Il y avait aussi des avantages RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, mais aussi pour de petites organisations où on appelle cela RSE au niveau local. Donc, les employeurs étaient aussi intéressés par donner une chance aux gens dans leur communauté locale. Cela pourrait être très puissant. Bien sûr, il y a des avantages en termes des finances, comme j'ai dit aussi, en termes de l'efficacité accrue mais aussi en termes de l'aide financière directe. Cela peut être des subventions en matière des salaires, bien que cela soit limité, mais cela peut aussi comporter d'autres formes d'aide pour aider quelqu'un à trouver leur premier emploi. Il y a différents fonds qui existent à travers les programmes qui font ça. L'autre chose intéressante, c'est que des micro-employeurs peuvent bénéficier des subventions salariales pour développer leurs activités, pour embaucher un membre du personnel plutôt qu'aurait été le cas sinon. On a eu peu de preuves de cela, mais c'est une chose que nous allons examiner de plus dans l'avenir. En dernier lieu, je veux m'en parler brièvement du livre que on a déjà parlé, L'engagement des employeurs, faire fonctionner les politiques actives du marché du travail, édité par moi-même et Patrick McGurk à l'Université Queen Mary à Londres. Quelqu'un d'autre qui regarde des aspects demande des services de l'emploi. Cela parle de Danemark, de l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi les Pays-Bas et les États-Unis et l'Australie. Donc, il y a beaucoup de couverture. Oui, oui, c'est du nord global, mais j'espère que d'autres vont se focaliser sur le sud global lorsqu'on a de plus en plus d'évidence. Ce focus sur le nord global, c'était en fait lié avec notre désir d'avoir un livre qui était
des premières informations sur l'engagement, mais aussi avec les auteurs, les académiciens de phare dans cet espace. Mais aussi, nous avons, dans cette diapo, je parle brièvement des trois typologies que nous avons identifiées pour donner un aperçu des informations que vous trouvez dans ce livre. Mais à cause du timing, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cela a été utilisé par d'autres dans le livre afin de faire l'analyse, l'approche réglementaire étant plus axée sur une législation, l'approche facilitation qui était plus axée sur le fait de trouver des liens à premier niveau et de courtage. On a trouvé moins de preuves d'une approche de négociation où les pairs vont travailler de manière plus intensive avec les employeurs pour essayer de changer leurs besoins en termes de l'embauche. Mais une chose que je voulais aussi citer avant de donner les exemples, c'était que dans notre livre, il n'y a pas de solution magique pour l'engagement avec l'employeur, mais on espère que ce document donne beaucoup de leçons. Ce document est division macro, méso et micro, c'est-à-dire macro-institution, mi-niveau en termes de livraison, mais aussi niveau micro qui est vraiment focalisé sur les employeurs, les RH, les pratiques. Mais aussi dans chaque section, il y a des études de cas de practitionnaires, donc des études de cas, des chapitres qui sont écrits uniquement ou par les practitionnaires ou les co-auteurs ou co-écrites par des practitionnaires et les académiciens. Donc, j'espère que vous allez trouver cela d'intérêt. Et voilà, j'ai mis une diapositive à la fin qui a un code rabais. Si vous avez un problème à trouver ce livre, il suffit de me dire, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec l'adresse mail à la fin de mes diapos ou sur LinkedIn. Je pense qu'on doit donner quelques exemples avant de continuer. Donc, je vais parler du gouvernement australien tout d'abord en termes de cet aspect de cacher les câblages. Une chose que le gouvernement australien a fait plus récemment, c'est d'avoir un réseau de facilitateurs de l'emploi et des réseaux d'emploi dans les 52 régions de l'emploi en Australie. Et une partie de cela, c'est parce que l'Australie a eu un service externalisé de l'emploi depuis 98. C'est le seul pays qui a fait cela. Le plus près, le plus similaire, c'est le Royaume-Uni qui va être revu. Mais le département de l'emploi et des relations est censé vraiment cacher les câblages pour les employeurs et à répondre à des demandes au niveau de l'emploi, au niveau local. Et cela est très important parce que le marché du travail, c'est au niveau local et régional. Donc, il est critique d'avoir une initiative, une capacité de réponse. En revanche, l'agence en Danemark, Star, il y a quelques années, a mis en place un hotline pour l'employeur il y a quelques années. Cela était pour les raisons de contrat parce que Danemark, depuis 2010, a eu une politique très localisée, très régionalisée, gérée par les municipalités. Donc, manière de faire face aux grands employeurs dont les demandes couvraient différentes régions, c'était avec cette approche où les employeurs pouvaient se mettre en contact avec les départements et n'avaient pas à faire face à différents centres d'emploi. Et de même, on a eu quelque chose comme ça au Royaume-Uni où le programme du travail et de la santé, les fournisseurs se sont réunis avec le département de l'emploi. Il y a un site web où on peut parler des postes à pourvoir et cela viendrait ensuite vers les employeurs dans les différentes régions. Il s'agit aussi de postes de partage de postes à pourvoir, ce qui m'amène au partenariat React. Il y a un chapitre là-dessus dans le livre. Il y a ce chapitre qui fait une comparaison entre les approches de collaboration. Mais ce partenariat React est rentré en vigueur sous le programme Restart du département de l'emploi au Royaume-Uni qui
a réduit le nombre de fournisseurs clés. Cela était un aspect important dans le processus de commission, d'avoir moins de fournisseurs qu'auparavant, mais avec un réseau de fournisseurs où le but est de collaborer et d'avoir des normes au minimum d'engagement avec les employeurs. Donc, cela est un très bon exemple qui a été initié par les fournisseurs, qui est aussi très intéressante en termes de... En dernier lieu, j'ai le code ici et mes coordonnées sont ici et il y avait beaucoup de références à la fin. Donc, je vais envoyer une version un jour de ces diapos à Nicole et ensuite demander à Nicole de partager ces informations-là. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Donc, je vois que nous n'avons plus beaucoup de temps. Donc, je regarde rapidement si nous avons des questions. Tout d'abord, merci beaucoup, Joe, pour votre présentation qui termine presque ce webinaire avec une information très détaillée et les liens avec les normes des conventions aussi. Cependant, comme j'ai dit, nous allons pouvoir maintenant prendre quelques questions. Nous avons des questions dans le chat et la première question, c'est Anna Karine. Il s'agit de campagnes de ratification sur les pays qui fournissent des travailleurs migrants, respectivement dans les pays qui reçoivent et qui dépendent des travailleurs migrants. Anna Karine, si vous pouvez répondre à cette question, on en serait ravis. Oui, merci, merci beaucoup pour cette question. Cette campagne se focalise sur les services de l'emploi, donc des deux côtés. Bien sûr, dans ces conventions, différents groupes comme les migrants sont cités. Et ce que nous pouvons voir, c'est que l'intérêt, surtout pour la Convention 181, a été augmenté lorsqu'il y a des liens avec des migrants à la fois dans les pays d'envoi, mais aussi dans les pays récipients, parce qu'ils veulent faire un recrutement juste, parce qu'il y a cette convention 181 de ne pas faire payer les travailleurs. Et cela est débattu au niveau international, mais en même temps, il y a plus de protection pour les travailleurs migrants parce que les travailleurs migrants utilisent des agences de recrutement privées souvent, et c'est là que cela vient en place pour faire en sorte que les travailleurs migrants n'ont pas de dettes en payant des frais élevés pour trouver un emploi dans le pays. Mais il y a d'autres conventions de l'OIT qui protègent les travailleurs migrants proprement dit, c'est-à-dire T183 et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres normes internationales juridiques qui protègent les travailleurs migrants plus, de manière plus ciblée. Merci. Merci beaucoup, Anna-Karine. Je voulais aussi revenir à Joe. Vous avez parlé récemment au micro-niveau de négociation pour convaincre pour nouer des liens. Et on a une question qui va vers cela. Quelqu'un a demandé dans le chat, est-ce que la confiance entre les services publics et l'employeur, est-ce que vous avez quelque chose, un bon exemple, Joe, que vous pourriez nous en dire afin d'avoir cela plus transparente? Oui, merci, Nicole. Je pense que cela parle de ce que Tony Carr a mis dans le chat sur les conditionnalités des avantages, par exemple, parce que selon les relations avec d'autres secteurs, avec les employeurs. Donc, par exemple, si les employeurs associent les services de l'emploi public avec une charge de travail plus lourde à cause des demandes non demandées de l'emploi, cela aura quelque chose de lié. Donc, il faut penser à toute autre chose qui est livrée aux employeurs. Et encore une fois, il faut penser au message.
mais il y a aussi quelque chose qui parle de contexte plus large en termes d'assistance sociale. Mais au niveau micro, il est critique que les employés qui vont s'engager avec les employeurs prennent suffisamment de temps d'écouter les employeurs, mais de vraiment écouter ces employeurs et ne pas aller directement vers la demande et essayer de vendre les programmes, mais plutôt de faire lentement, mais aussi de faire leur devoir, faire l'analyse du marché du travail, trouver des informations de différentes sources, que ce soit des statistiques officielles ou par anecdote que vous allez voir en vous déplaçant dans un marché de travail spécifique au niveau local et pour comprendre le marché de l'emploi opéré par cet employeur. Mais aussi, ce qui est très important, c'est de sous-promettre et surlivrer, c'est-à-dire ne pas dire à l'employeur que vous pouvez donner tous ces candidats et que tout le monde sera prêt à l'emploi le premier jour parce que nous avons beaucoup d'exemples où l'employeur a déjà dit quelqu'un m'a écouté, mais ensuite n'a pas livré ce que je recherchais. Cela était très frustrant. Et de même, nous avons des exemples dans l'article sur les employeurs en Australie. Et autre chose que j'écris actuellement, où les employeurs avaient de bonnes expériences et ont commencé à utiliser les pairs pour leur recrutement. Cela peut avoir lieu aussi et vous allez être le premier maillon pour l'employeur. Et voilà, cela est une première idée et j'espère que cela aide. Mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi. Merci pour votre réponse là-dessus. Je pense que cela a été très transparent comme exemple de ce que peut vraiment rendre les services publics et les institutions privées, avoir plus de collaboration avec les employeurs. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, nous devons vraiment terminer ce webinaire à 11 heures. Je vois que nous avons d'autres questions et nous allons bien sûr répondre à ces questions dans le résumé. On va envoyer quelque chose à tous les participants, toute personne qui est sur ce webinaire. De même, si vous êtes membre de WEPS, il y aura aussi un dossier pour ce webinaire dans notre système. Et Amandine, vous pouvez peut-être montrer les 2 dernières diapos. Ces diapos seront envoyées aussi vers vous toutes et tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter moi-même ou Anna-Karine et Joe, comme ils ont déjà dit. Aujourd'hui, on va vous envoyer aussi leur présentation. Cela va comporter leurs informations, leurs coordonnées. Comme ça, vous pouvez les contacter de manière directe. Et avant de terminer, j'aimerais aussi vous rappeler que à la fin, lorsque vous partez, il y aura une séance de retour d'information où vous pouvez nous donner votre feedback pour nous dire ce que nous pouvons améliorer. Ou si vous avez aimé notre webinaire, votre webinaire, cela serait très apprécié. Donc, pour conclure aussi, je veux aussi remercier chacune d'entre vous d'avoir participé, d'avoir fait en sorte que cela soit vraiment un événement global. Et j'espère que vous allez partir tout en étant inspiré par Anna-Karine et Joe sur la convention et les services de l'emploi. Je veux aussi vous remercier tous et remercier les interprètes pour ce travail formidable qu'ils ont fait pour faire en sorte que ce soit accessible à notre communauté francophone et hispanophone aussi. Merci beaucoup. Bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, peu importe où vous en êtes dans ce monde, où que vous soyez. Merci beaucoup et j'espère vous revoir bientôt.